Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit feedback autour de la fonction exponentielle, mélangeant un peu la fonction logarithme. Donc là dans le contexte, on va plutôt s'adresser au terminal en spécialité maths, mais les complémentaires pourront tout à fait venir voir cet exercice pour s'entraîner. La difficulté qui se trouve dedans, en fait, c'est dans le fait que l'exercice n'est pas guidé, ce qu'on peut appeler en fait les exercices avec prise d'initiative. Vous demande à vous de vous structurer et de faire un petit peu comme on faisait dans les bacs avant. On vous donnait directement la question finale. Il fallait arriver à s'en sortir par soi-même, à faire la structure, l'étude de fonctions, sans être guidé avec toutes les questions qui vous disent quoi faire. Donc là, on va aborder le type bac qui est tombé au Liban en 2015, donc sur la fonction exponentielle, mélangeant un peu la fonction logarithme et la continuité d'ailleurs. Donc c'était un exercice sur 3 points où il fallait étudier la fonction exponentielle et le nombre de points d'intersection avec les droites de la forme y est égal à mx, que l'on peut appeler les fonctions linéaires. Donc ce que je vous propose pour commencer, c'est de mettre le sujet ici, comme ça on voit donc bien de quoi il s'agit. Donc vous voyez qu'il est assez court ce sujet. On vous donne la courbe de la fonction exponentielle, donc y égale exponentielle x, et donc on considère la droite dm qui a pour équation y égale mx. Et on nous dit donc dans la première question qu'on va choisir m égale e et de démontrer que y égale e fois x est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1. Donc en fait, il va falloir commencer par faire tout simplement la tangente en 1. Donc on commence. Équation de la tangente en x égale 1. Donc on rappelle que l'équation de la tangente est donnée par y est égal à f' de a, donc en 1, donc f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc là, on note qui est la fonction. On a f de x qui est égal à exponentielle x. Donc, par définition de la fonction exponentielle, la dérivée, eh bien, c'est aussi exponentielle x. On a donc le calcul f' de 1 et f de 1 qui se fait. On a f' de 1 qui est égal en fait à f de 1, puisque ce sont les mêmes fonctions, qui vaut exponentielle 1, ou plutôt e, dans une écriture plus simple. Puis, on peut remplacer maintenant. Donc, y est égal à f' de 1 qui vaut e, facteur de x moins 1, plus f de 1 qui vaut e. On développe, et on a e fois x moins e plus e, donc y est égal à, ça s'en va, il reste que e fois x. Hop, donc ça, c'est équation de la tangente en x égale 1. Donc on est bien tombé sur le résultat qui nous était demandé. Donc en fait, qu'est-ce que ça représente par rapport à la courbe de la fonction? Puisque lorsqu'on regarde la deuxième question, on nous demande de faire des conjectures. Des conjectures quant au nombre de points d'intersection entre la courbe C et la droite dm selon les valeurs de m. Donc en fait, ici, on a tout simplement l'équation de la tangente. Et la tangente, eh bien, on peut regarder ce que c'est. Donc si on vient tracer la courbe de la fonction exponentielle, bon, sans faire une œuvre d'art, hein. Hop. Tac. Donc on a ça et la courbe de la fonction exponentielle qui croît très fort. Donc là, ce que l'on vient de faire, c'est de déterminer dans la première question l'équation de la tangente en 1. Donc en fait, on a quelque chose qui est, hop là, comme ceci. Donc ça, c'est y est égal à e fois x. Donc on voit bien que, déjà pour m égale e, il y a un point d'intersection. On va regarder un autre cas évident qui va être les cas des m négatifs. Si j'ai les cas des m négatifs, c'est que j'ai des droites qui vont être comme ceci. Y est égal à mx avec m qui est négatif.
Et on voit bien que pour toutes les valeurs de m négatif, on va avoir les droites qui vont se balader par ici, quoi. Donc dans cette partie-là, et on va voir qu'il y aura à chaque fois un seul point d'intersection. Puis, maintenant, on va regarder les cas où m est positif. Et là, je vous ai fait un petit dessin que je vous mets ici. Et on voit que selon les valeurs de m, le réel strictement positif, ben, le comportement n'est pas le même. On voit bien que si m est plus petit que, c'est-à-dire pour les valeurs de m qui sont sous sa tangente, donc entre 0 exclu et m, on n'a aucun point d'intersection. Puis, pour le cas où m est strictement plus grand que, on voit que les droites viennent couper 2 fois la courbe de la fonction exponentielle. Donc dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Donc 2 si m est strictement plus grand que e, une si m est égal à e, aucune si on est entre e et 0 exclu. Ensuite, pour 0, c'est celle que je vais venir tracer en bleu, mais qui n'est rien d'autre en fait que votre axe des abscisses. Eh bien, y égale à 0 ne viendra jamais toucher la courbe de la fonction exponentielle. Donc, en fait, pas de solution. Donc, au final, pour m compris entre e exclu et m inclus, et m égale 0, pas de solution. Et pour finir, m strictement négatif me mène à une seule solution. Donc, ce que l'on va pouvoir dire ici, c'est que on a m égale e, ou m strictement négatif, on a un point d'intersection. On va pouvoir dire que si m est strictement plus grand que, on a 2 points d'intersection. Et ensuite, on va avoir le cas entre 0 et e. Hop. On n'a aucun point commun. Sous-entendu, évidemment, entre la courbe de c de l'exponentielle et la droite des m des fonctions linéaires. Donc voilà la conjecture que l'on peut faire à la question 2. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se lancer dans l'étude pour démontrer cette conjecture. Donc en fait, on va étudier une nouvelle fonction et c'est là la prise d'initiative qu'il faut avoir. Donc, j'ai tout enlevé et j'ai marqué maintenant ce que l'on cherche dans le problème. Donc, je vous rappelle qu'on cherche le nombre de points d'intersection entre la courbe C, qui est donc la courbe de la fonction exponentielle, et la droite dm, qui est la droite d'équation y est égale à mx. Donc, comme je vous disais, il va falloir essayer de poser une nouvelle fonction, puisque lorsqu'on cherche, en gros, le nombre de solutions à une équation qui va être exponentielle de x est égale à mx, et on cherche combien est-ce qu'il y a de solutions à cette équation-là, le problème face auquel on se retrouve, c'est le fait que le x, la variable, se trouve aussi bien dans l'exponentielle et en dehors. Et on a le même problème dans la fonction logarithme. Lorsqu'on doit résoudre une équation et que l'inconnu se trouve dans le ln et en dehors, eh bien on est embêté. Donc en fait, là, ce qu'il va falloir faire, c'est plutôt regrouper ces deux termes dans une même fonction pour pouvoir ensuite venir étudier les variations de cette fonction et voir comment se comporte-t-elle. Donc, l'initiative que l'on va prendre, c'est de prendre une fonction. On va poser g qui a x associe exponentielle de x moins mx définie sur r, puisque x est un réel et m aussi. Et on va étudier cette fonction. Donc évidemment, on sait que c'est une fonction qui est dérivable. Elle est dérivable comme différence de fonction dérivable. Donc comme différence de fonction dérivable. Et pour tout réel x, g' de x est égal à exponentielle de x moins m. Donc la dérivée de la fonction est celle-ci. Il va falloir qu'on étudie le signe de cette dérivée,
Puis on va faire les limites de la fonction et après on va venir conclure. Mais avant ça, il va falloir regarder déjà ce que l'on appelle une méthode de disjonction de cas. Pour regarder le signe de G'. Signe de G'. Alors, que se passe-t-il si M est égal à 0? Premier cas. Si M égale 0. Dans ce cas, G' de x est égal à exponentielle x. Et si M est égal à 0, on se retrouve avec une dérivée qui est égale à la fonction exponentielle et qui est évidemment strictement positive sur R. Donc, dans ce cas-là, la fonction est strictement croissante. Donc on le marque. Donc, G est strictement croissante sur R. Donc, la fonction est strictement croissante sur R et on se retrouve avec, pour M est égal à 0, bien tout simplement cette fonction-là et cette équation exponentielle égale à 0. Et l'équation devient exponentielle de x égale 0. Or, on a démontré en première, en utilisant un raisonnement par l'absurde, que la fonction exponentielle ne pouvait pas s'annuler sur R. Donc en fait, cette équation n'admet pas de solution. Il n'y a pas de solution à l'équation. Pas de solution à l'équation, donc pas de point d'intersection entre dm et d. Donc, dm et c, n'ont pas de point commun. De point commun. Donc là, on vient de voir le premier cas, si m égale 0, conclusion, pas de solution à l'équation, donc pas de point commun aux deux courbes. Autre cas, on va prendre m strictement négatif. Alors, si m est strictement négatif, alors on reprend notre dérivée, moins m est strictement positif. Logique, un nombre négatif, je le mets à moins devant, ça devient positif. Donc, exponentielle de x moins m, j'ai donc quelque chose de strictement positif et quelque chose de strictement positif, et donc strictement positif. D'où g' de x strictement positif, et la fonction g est ainsi croissante. Donc, et g est strictement croissante sur R. Donc on a une fonction qui est strictement monotone et croissante sur R. Et maintenant, il va falloir regarder ces images, comment se comportent-elles. Donc pour ça, il va falloir qu'on regarde mais en fait les limites aux bornes. La fonction étant définie sur R, on va devoir faire les limites en moins et plus l'infini. Alors, de plus, limite de exponentielle de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, et limite de moins mx lorsque x tend vers plus l'infini. On a un nombre négatif avec un moins, donc positif, et positif fois plus l'infini, plus l'infini. Donc, par somme, hop, limite de g de x est égale à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Ensuite, maintenant on a en moins l'infini, limite de exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini qui est égal à 0 plus, et limite de moins mx
lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, m est négatif, donc moins m est positif, et positif fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. On a donc moins l'infini plus 0, moins l'infini, toujours par somme. Donc, par somme, limite de g de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Alors, on pourrait très bien dresser le tableau de variation de la fonction g, donc on a posé ici à ce stade-là, mais en fait, c'est pas nécessaire, parce qu'on a une fonction qui est strictement croissante et qui passe de moins l'infini à plus l'infini en étant monotone. Donc en fait, on est clairement dans l'application du théorème de la bijection, ou corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, avec une fonction qui est monotone, qui est croissante, qui va de moins l'infini à plus l'infini, et donc de par le fait qu'elle est continue, elle va forcément s'annuler d'après le théorème de la bijection. Donc je vais vous marquer la rédaction et je vais vous la commenter. Donc là, du coup, j'ai écrit une rédaction possible pour le théorème de la bijection, ou donc, corollaire du TVI, en fonction de comment votre professeur l'écrit. Donc, les éléments qui sont importants là-dedans. Donc, je vous rappelle qu'il faut que la fonction soit continue. Les variations, peut-être que certains ne les mettent pas, mais bon, en tout cas, le côté monotone est évidemment indispensable. Ensuite, on donne le domaine sur lequel on l'étudie et ici, le domaine image. Je fais un petit arrêt là-dessus. On peut voir qu'ici, j'ai marqué R, alors que là, j'ai marqué moins l'infini plus l'infini. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Bien, en fait, parce que d'un côté, on a le domaine de définition et de l'autre, on a le domaine image. Mais là, il se trouve que ce sont les mêmes. Donc, il faut bien les distinguer. Et pour pas que, ton enseignant se dise « Ah, il comprend pas » ou « Elle voit pas la différence entre le domaine de définition et le domaine image », marque-les de façon différente lorsqu'ils sont différents. Donc en fait, depuis le début, on dit que la fonction est définie sur R. Donc je dis qu'elle est continue, croissante et monotone sur R, pour parler du domaine de définition. Et ensuite, je donne le domaine image, qui est également R, mais que je marque sous la forme moins l'infini plus l'infini pour faire apparaître en plus de ça les limites. Et comme ça, on les distingue bien. Ensuite, on justifie le fait que 0 appartient bien à ce qu'on appelle donc l'intervalle image. Et ce que me dit donc le théorème des valeurs intermédiaires au travers de son corollaire, c'est que pour tout réel k compris dans le domaine image, si la fonction est continue et monotone, alors k admet un unique antécédent. Ce qui est le cas ici, d'après le théorème de la bijection, je peux donc dire que l'équation g de x égale 0 admet donc une unique solution dans R, le domaine de définition. Donc, pourquoi 0? Je rappelle que on cherche les points communs de cette équation-là. Donc, combien y a-t-il de solutions possibles? Eh bien, ça revient à regarder quand est-ce que ça, c'est égal à 0. Donc, du coup, je regarde les solutions de l'équation g de x est égal à 0. Donc, ici, on vient de voir le deuxième cas, c'est-à-dire si le cas où m est strictement négatif. Donc, on a premier cas, si m est égal à 0, aucune solution dans R. Si m est strictement négatif, une unique solution dans R par application du théorème de la bijection. Et il va me manquer maintenant le cas où m est strictement positif et voir ce que ça fait. Donc du coup là, j'ai fait une petite synthèse de tout ça et on va s'attaquer au dernier cas. Donc je rappelle qu'on cherche à regarder le nombre de solutions à l'équation g de x égale à 0, c'est-à-dire le nombre de solutions à l'équation exponentielle de x égale à mx, ou autrement dit le nombre de points d'intersection entre la courbe de cette fonction et la courbe de cette fonction selon les valeurs du réel m. Donc on a vu cas numéro 1, pas de solution, si m égale 0. Cas numéro 2, si m strictement négatif, il existe une unique solution dans R par application du théorème de la bijection. Et là, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dont les professeurs n'utiliseraient pas les quantificateurs universels, le E à l'envers, il existe, avec un point d'exclamation, il existe un unique. Habituez-vous à ces notations, elles sont primordiales pour le supérieur. Donc maintenant, on va regarder le cas numéro 3, qui correspond au cas m strictement positif. Et donc, on reprend notre dérivée qui était égale à exponentielle de x moins m, et on était sur l'étude du signe. C'est là-dedans qu'on a fait la disjonction de cas. Donc en fait, on va étudier ce signe, on va regarder quand est-ce que exponentielle de x moins m est par exemple supérieur ou égal à 0.
ce qui revient à exponentielle de x supérieur ou égal à m. Et donc, par application de la fonction logarithme népérien, qui est strictement croissante, on se retrouve avec x supérieur ou égal à ln de m. Donc, on peut marquer ici que l'on applique la fonction ln de x qui est strictement croissante sur 0 exclu plus l'infini. Donc, on comprend bien là l'intérêt d'avoir fait cette disjonction de cas avant et d'avoir pris le cas m égale à 0 et le cas m strictement négatif, puisqu'en fait, arrivé ici, si on n'avait pas fait cette disjonction de cas, on aurait été embêté puisqu'on se serait retrouvé avec une équation qui était tout le temps vraie et donc on n'aurait pas pu l'étudier dans les cas m égale 0 et m strictement négatif. Après, tu vas me dire, il n'y a qu'un prof de maths qui peut anticiper ça. Bah écoute, fais-le de toute façon dans un premier temps et quand tu arrives ici, tu verras bien que il faut traiter les cas m négatifs différemment et à part de cette résolution-là. Donc j'entends bien en effet que tu puisses pas le voir du premier coup, mais par contre après, arrivé ici, tu te dis bon ben voilà, je suis au brouillon, je continue le cas m positif ici et après je reviens et je fais les deux autres cas que je t'ai présentés en début d'exercice, quoi. Donc maintenant, à quoi ça nous amène ça? La question était quand est-ce que ma dérivée est positive? Et la réponse est donc lorsque x est plus grand que ln de m. Eh bien en fait là, j'ai tout simplement étudié le signe de ma dérivée que je peux faire ici dans un petit tableau et après on regroupera tout ça dans un tableau plus complet. Donc ici on a x, ici on a g' de x sur moins l'infini plus l'infini avec un changement en ln de m qui me dit que ma dérivée est donc négative avant et positive après. Alors ça c'est pas obligatoire hein, mais au moins ça permet de faire un petit point pour dire voilà où on en est. Donc maintenant il va me manquer à faire les limites de la fonction g puis l'image en ln de m, le tableau et on analysera. Donc maintenant passons aux limites. Alors, limite aux bornes. Alors, tu vas me dire, ouais, t'es mignon, on les a déjà faites les limites. Oui, mais non, on a déjà fait les limites dans le cas où m est strictement négatif. Là, maintenant, m est strictement positif, donc ça change clairement l'expression ici. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on a fait les limites, le fait que m soit négatif, ça me changeait le signe ici. Là, le fait que m soit positif, on va avoir un autre comportement au niveau des limites. Donc, en plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça donne en plus l'infini? On regarde, on a exponentielle x qui va faire plus l'infini, et on a m qui est positif cette fois-ci, donc moins l'infini. Infini moins infini, forme indéterminée. Donc, on doit prendre g de x et se rappeler que la fonction exponentielle, entre guillemets, elle gagne sur la fonction x puissance n de façon générale. Et cela s'appelle les croissances comparées. Donc en fait, il s'agit simplement maintenant de faire apparaître cette fameuse croissance comparée de l'exponentielle en plus l'infini. Donc on va factoriser par x, ce qui va me faire exponentielle de x sur x moins m. Et donc ici, on a fait apparaître la croissance comparée de la fonction exponentielle en plus l'infini, qui est exponentielle de x sur x. Et on sait que ça fait infini sur infini, forme indéterminée certes, mais l'exponentielle là, entre guillemets, gagne. Et donc on sait que d'après les croissances comparées, ça, c'est plus l'infini. Donc maintenant, on peut le marquer. D'après les croissances comparées, on a la limite de exponentielle de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc en fait on a fait disparaître la forme indéterminée qui nous embêtait puisque maintenant on se retrouve avec infini fois infini et là tout va bien. On a donc exponentielle de x sur x moins m qui tend vers plus l'infini et x qui tend vers plus l'infini. Entre les deux, un produit, donc par produit, la fonction g en plus l'infini tend vers plus l'infini. Maintenant, passons en moins l'infini. Alors, en moins l'infini, on va regarder s'il y a un problème. L'exponentielle en moins l'infini tend vers 0 et on se retrouve avec moins l'infini
plus l'infini, pas de forme indéterminée, tout va bien. Donc on a exponentielle de x qui tend vers 0 plus et moins mx qui va tendre vers, donc on a dit moins l'infini plus l'infini, donc toujours par produit, limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Alors si cette partie limite t'embête un peu et que tu n'es pas à l'aise, tu peux très bien aller voir, et on met tout ça en description et on t'en met une ici en lien, des vidéos de limites, de fonctions et de suites aussi d'ailleurs, ça peut tout à fait aider. Et je te mets donc en lien ici les limites de la fonction exponentielle par les croissances comparées. Ça te permettra de faire un petit point si ça c'est pas à l'aise pour toi, quoi. Alors, donc on y revient, on a ici une limite. Ici, une limite. Il me manque à faire l'image en ln de m. On peut dresser le tableau. Donc, puis g de ln de m. C'est égal à, je reprends ma fonction g, ça me fait exponentielle de ln de m moins m fois ln de m. La fonction exponentielle et la fonction logarithme sont toutes les deux des fonctions dites réciproques. Donc, le premier terme me fait m moins m ln de m, ou encore m facteur de 1 moins ln de m. Hop. Donc voilà la valeur de ma fonction, où on peut voir tout simplement que vu que sa dérivée s'annule et change de signe, donc on peut dire la valeur de son extrémum qui est un minimum ici. Et on va mettre ça dans un tableau. Donc on obtient le tableau de variation de G sur R. Donc notre tableau de variation, on a x qui est un réel compris donc entre moins l'infini et plus l'infini, le signe de la dérivée, puis la fonction g et ses variations, la valeur ln de m que l'on a trouvé tout à l'heure avec le signe que l'on avait déterminé, nos limites, l'image qui est m facteur de 1 moins ln de m et encore les variations avec la limite. Regardons maintenant le comportement de cette fonction. On se souvient de la conjecture qu'on a faite, et c'est là que c'est important quand tu fais un exo comme ça, d'essayer toujours de marquer ce que tu fais, puisque sinon, dans ce raisonnement-là, s'il faut, même toi là, tu t'es perdu dans la vidéo alors que tu la suis depuis un quart d'heure, quoi. Donc là, en fait, il ne faut pas oublier que ce qu'on cherche, c'est le nombre de points d'intersection entre la courbe C et la courbe de la droite DM. Donc autant dire qu'on cherche toujours à avoir des solutions de l'équation exponentielle de x égale mx, c'est-à-dire de g de x égale 0. Donc on n'oublie pas qu'on doit chercher quand est-ce que cette fonction va s'annuler, hein, c'est quand même le point important. Donc en fait, maintenant arrivé ici, eh ben, désolé, on n'a pas fini, il reste encore toute une partie. On voit que la fonction est décroissante croissante et elle met un minimum. Il est assez logique, pour moi peut-être, mais normalement pour toi ça doit l'être, que la fonction ici, si son minimum est positif strictement, eh ben, elle ne va pas s'annuler forcément. Donc ce qu'il faut arriver à te dire là, c'est qu'il faut que ce minimum soit nul pour qu'il y ait une seule solution, et on sait qu'on doit trouver E, c'est le cas qu'on a vu dans la conjecture, au tout début de l'exo, et si ça c'est négatif, on va avoir la fonction qui va s'annuler deux fois. Une fois ici, encore application du théorème de la bijection. Eh ouais, il est encore là. Donc en fait, maintenant, il va falloir venir travailler sur ça. Et regardez le signe de m, facteur de 1 moins ln de m. Et lorsque on aura ça qui est nul, on aura une solution. Lorsqu'on aura ça qui est strictement négatif, on aura deux solutions. Donc il nous reste encore toute une partie à rédiger. Donc on est parti, on se lance dedans. Donc voilà, j'ai marqué le petit résumé de ce qu'on a fait ici. Et maintenant, on va regarder donc comment se comporte m facteur de 1 moins ln de m. Donc tout d'abord, il est clair que m est strictement positif puisqu'on est dans la disjonction de cas si m est strictement positif. Donc,
du signe de 1 moins ln de m. Donc en fait, il n'y a qu'à résoudre une petite inéquation et obtenir les solutions. Donc 1 moins ln de m est supérieur ou égal à 0. On fait passer ln de m de l'autre côté et on applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante, donc conserve l'ordre. On se retrouve avec exponentielle de 1 plus grand que m. Donc, hop, par croissance de la fonction exponentielle. Donc, la question posée était quand est-ce que 1 moins ln de m est positif? Et la réponse est lorsque m est plus petit que e. Donc en analyse de ça, maintenant, on va pouvoir dire que donc, si le réel m est plus petit que e strictement, alors il est clair que ça c'est strictement positif et donc le minimum est strictement positif et donc la fonction g l'est aussi. Donc on commence par ce premier cas. Donc si m strictement plus petit que e, cela me mène à 1 moins ln de m strictement positif, donc à g de x strictement positif sur R. Et g de x strictement positif, donc on rappelle, cela revient à avoir cette fonction est strictement positive, donc cette équation ne peut pas valoir 0. Donc g de x égale 0 n'admet pas de solution dans R. Autrement dit, C et DM n'ont pas de points communs. Ensuite, autre cas, si M égale E. Que se passe-t-il si M égale E? Si M est égal à E, on a donc le minimum qui vaut 1 moins ln de M. Il me fait 1 moins ln de E, et ça vaut 0. Et dans ce cas-là, la fonction g admet un minimum qui est 0. Donc, g admet 0 pour minimum. Donc, g de x égale 0 admet une unique solution. Ce qui veut dire que C et DM ont un point commun. Donc on arrive déjà à deux nouvelles conclusions, ici et ici, dans le cadre m strictement négatif ou alors m égale e. Allez, un petit dernier, on y est presque. Maintenant, si m est strictement plus grand que e, que se passe-t-il? Si m est strictement plus grand que e, alors 1 moins ln de m est donc strictement négatif, puisqu'on a dit que c'était positif si m était plus petit que e, donc si m est plus grand que e, c'est négatif, évidemment. Ainsi, g de ln de m est donc négatif, ce qui veut dire que la fonction admet un minimum qui est négatif. Donc là, on va rédiger le théorème de la bijection deux fois pour justifier l'existence de ces deux solutions. Donc voilà, la rédaction est faite ici. Et on se retrouve avec encore un théorème donc des valeurs intermédiaires au travers de son corollaire qui est rédigé sur, d'une part, l'intervalle moins l'infini ln de m, puis d'autre part sur l'intervalle ln de m plus l'infini. Tout ça dans une seule rédaction où j'ai mis entre parenthèses à chaque fois le deuxième intervalle. Donc j'ai dit que sur l'intervalle moins l'infini ln de m, la fonction g est continue strictement monotone décroissante. Et si je me mets sur ln de m plus l'infini, dans ce cas-là, elle est croissante. À valeur dans l'intervalle image est le même, c'est de
là à là ou de là à là, parce qu'évidemment ici elle est décroissante, donc il ne faut pas oublier d'inverser l'ordre. Ne venez pas mettre ici plus l'infini m facteur de 1 moins ln de m, puisque plus l'infini est plus grand que ça, quoi. Ensuite, on justifie bien que 0 appartient bien à cet intervalle, donc d'après le théorème de la bijection, l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution dans le premier intervalle, puis admet une unique solution dans le deuxième intervalle. Donc là, on a une valeur ici, alpha, tac, qui annule ici, et une valeur bêta ici, qui m'annule la deuxième partie, puisque ici, c'est négatif. Donc au final, on se retrouve avec l'équation g de x égale à 0 qui admet une unique solution ici, une unique solution ici, donc au final, deux solutions dans R. Donc, qui dit g de x égale 0 admet deux solutions dans R, dit cette équation admet deux solutions dans R, et donc les droites DM et la courbe C ont donc deux points communs. Donc on vient de voir dans ce dernier cas, le cas où m est strictement positif, que si m est entre 0 et E, on n'a pas de solution, tout ceci étant exclu pour ce cas-là. Ensuite, que si m est égal à E, la courbe C et la droite D sont tangentes et il y a un point commun. Et si m est strictement plus grand que E, encore par application donc, du théorème de la bijection, deux solutions, donc deux points communs. Et les cas que l'on avait vus avant, si m égale à 0, pas de solution, et si m strictement négatif, une unique solution. Voilà, on vient de faire les démonstrations de toutes les conjectures. Ouais, c'était peut-être un peu chiant et fastidieux, surtout en fait c'était de la démonstration et beaucoup de blabla quoi. Donc bon, il faut s'y coller de temps en temps et faire ce genre de démonstration là. J'espère que tu es arrivé à comprendre ce que l'on a fait ici, que ça t'a permis de mieux comprendre cet exercice. Peut-être que tu l'avais déjà abordé en cours et que là ça t'a permis de faire un petit point de révision. En tout cas, ce qu'il est bon de faire là pour toi, c'est de revenir ensuite peut-être un peu plus tard dans la semaine, refaire cet exercice par toi-même et revoir la vidéo pour voir la correction si tu l'as bien faite et si tu as bien assimilé cet exercice où tu navigues à vue, c'est-à-dire où tu n'es pas guidé, on ne te dit pas quoi faire et c'est à toi de prendre ces initiatives et à ne pas te perdre dans le déroulement de l'exo. Bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour avoir les notifications, à venir nous suivre sur Internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!